Ok, donc on se lance, on va modéliser cette pièce-là. On va cliquer sur notre fichier sans nom ou sans créer un nouveau en cliquant sur le plus ici. On va appuyer sur notre œil pour faire apparaître notre origine. On va se faire un premier sketch, une première esquisse sur le plan là, XY, donc vue de haut. On appuie sur R. Ensuite de ça, une fois qu'on est dans l'environnement de sketch, on peut changer de fonction. On appuie sur Escape pour sortir de notre fonction. C pour cercle, parce que c'est ce qu'on veut tracer. Ensuite de ça, on sort de notre fonction encore une fois. On appuie sur D pour dimensionner. Il mesure 55 mm de diamètre. Ensuite de ça, on termine notre sketch. C'est tout ce qu'on avait à faire dans euh, cette esquisse-là. On va créer un plan de décalage à partir de la base. Donc, comme dans le précédent vidéo, c'est la hauteur qui est cotée sur le plan. C'est ce qui nous intéresse dans ce cas-ci, disons. Donc, on entre 150. Chose intéressante, on y reviendra à la fin de la vidéo, on pourrait faire varier la hauteur de notre plan de décalage pour déterminer les dimensions exactes de, de notre pièce. Donc si on voulait avoir quelque chose de plus long qui respecte à peu près le même profil, on pourrait le faire juste en faisant varier la distance de notre plan ici. On va aller sur notre plan, on le sélectionne, on entre dans notre environnement d'esquisse, on va tracer un rectangle par le centre, comme ça. On va le dimensionner à 65 sur le côté par 150 sur le dessus. On va terminer l'esquisse. On va aller sélectionner le plan qu'on voit de l'avant de notre pièce, donc celui qui est perpendiculaire euh, aux deux esquisses qu'on vient de réaliser. On va entrer dans notre environnement d'esquisse. On va cacher notre origine parce que bon, il est dans nos jambes, on n'en a plus besoin. On va appuyer sur S, on va sélectionner projection. On va sélectionner les deux lignes. Assurez-vous que vous avez dans les filtres de sélection sélectionné les arêtes ici en haut et on va cliquer sur OK. Chose intéressante que je tiens à vous faire remarquer, vous pouvez référencer, comme on vient de faire, d'autres esquisses dans une esquisse subséquente. Donc, au lieu de redimensionner tout ça, vous pouvez faire en sorte que les esquisses précédentes viennent dimensionner des pièces. Ça vous évite de créer plusieurs dimensions là, qui se répètent. Vous êtes sûr que tout ça va suivre ultimement parce que ça a été déterminé par les opérations précédentes. Ça pourrait être une bonne stratégie, par exemple, de créer une esquisse euh, puis de référencer certains éléments de cette esquisse-là dans d'autres esquisses ultimement pour séquencer euh, votre travail de manière à ce que vous ne vous retrouviez pas avec une esquisse qui est trop chargée en détails, par exemple. Donc, stratégie qui est, somme toute, assez intéressante. Donc, on va venir tracer notre spline ici. On va commencer comme ça. On va cliquer sur le point en bas ou en haut, peu importe l'ordre dans lequel vous faites ça. Et on va faire une spline en deux sections, comme ça. Donc, la Fusion veut en tracer une autre. Pour terminer tout ça, on appuie sur Entrée, comme ça. Donc, ça va vous permettre de positionner votre spline ensuite comme ça. En cliquant dessus, vous pouvez faire apparaître les poignées comme ça. Donc on a quelque chose là, qui ressemble déjà quand même pas mal à ce qu'on voulait. J'ai pas mis ce qu'on allait mettre comme contrainte sur les plans pour la spline. On va le faire là, ensemble au fur et à mesure. Donc première chose, on va venir contraindre nos poignées en haut et en bas. Donc on va appuyer sur L, on va se tracer une ligne comme ça. On va sélectionner notre ligne parce que je n'avais pas déjà cliqué sur construction. On peut appuyer sur X pour venir transformer notre ligne en ligne de construction. On va sélectionner notre ligne ou en fait, je vais vous le montrer comme il faut. On va sélectionner notre fonction milieu. Puis en sélectionnant la fonction milieu, ce qu'on veut, c'est que cette ligne-là vienne se positionner au centre ici comme ça. Donc, on sélectionne la ligne et le point qui doit se retrouver au milieu de la ligne. Et voilà, c'est comme ça qu'on la positionne.
par défaut, il y a déjà une contrainte d'horizontalité. Ça veut dire que je ne suis pas capable de la faire tourner, contrairement à ma poignée. Donc, on va utiliser ça pour venir contraindre l'orientation de la poignée. On va cliquer sur notre ligne comme ça. Donc, les deux sont sélectionnés. Puis, on va... Oh, excusez-moi, je me suis trompé de fonction. C'est colinéaire qu'on veut. Donc, on peut aller sélectionner notre fonction. On sélectionne la poignée et la ligne. Et hop, on a déjà une contrainte de plus. Donc, en ce moment, si je sélectionne la poignée, je peux l'allonger et la faire rétrécir, mais je ne peux plus la faire tourner. On va faire la même chose en bas maintenant. Donc, une ligne, on la convertit en ligne de construction si ce n'est pas déjà le cas, et on va venir la positionner sur le point ici comme ça. Ensuite, si la poignée n'est pas évidente, on peut la sélectionner et la tasser un petit peu. On va la rendre colinéaire avec notre ligne comme ça. Et on se retrouve avec quelque chose qui est déjà passablement plus stable. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est déterminer le positionnement de notre point dans le centre. On va aller voir dans notre exercice ici de quoi ça a l'air. On va aller l'afficher. Puis en même temps, ben, ceux qui ont envie d'aller plus vite, vous allez pouvoir voir l'entièreté des dimensions que j'ai mis. Donc, si vous voulez le mettre en pause à cet endroit-là, puis juste entrer les dimensions au fur et à mesure, libre à vous de le faire, ça pourrait peut-être être plus rapide. Donc, on est à 75 par 55 pour ce qui est de notre origine dans ce cas-ci. Donc, on va entrer ça. D. Et hop, comme ça. Donc, 75. Par 55. Comme ça. Donc là, le positionnement de cette ligne, de ce point-là est fait. Maintenant, si on retourne ici, vous allez voir, on a un angle. Donc la poignée a un angle pour qu'elle soit dans cette direction-là. Si je clique sur ma ligne, je vais voir, j'ai ma petite poignée qui est ici. Je peux sélectionner mon multidimension, venir cliquer sur ma poignée et sur la base comme ça. Donc on va entrer 60 degrés. Et finalement, j'ai la longueur de ma poignée que je peux gérer. Donc je pourrais lui dire que je veux qu'elle mesure 25 mm ma longueur de poignée. Donc de cette façon-là, on a une ligne qui commence à être déjà pas mal plus contrainte. Il reste deux choses maintenant à faire. On va contraindre la tangence de notre ligne avec la ligne pointillée qu'on a mis. Comme ça. Et comme ça. Oh, attendez un petit peu, je n'ai pas sélectionné la bonne. Comme ça. Et finalement, si on va voir notre pièce-ci, vous voyez que la poignée qui est ici est dimensionnée aussi. On appuie sur ça ici, on va sélectionner notre poignée comme ça et on va lui dire qu'elle est à 50 mm. Ensuite de ça, est-ce qu'on oublie quelque chose? Donc ça c'est dimensionné. Ok, on va regarder ça ici. Donc ça peut pas bouger, ça peut pas bouger. Ah, ok, oui. J'ai une autre poignée en bas. Donc je peux faire varier, on va tasser notre ligne comme ça. Donc je peux faire varier encore ça ici. Donc ma poignée qui est ici et qui est là, on peut appuyer sur égal comme ça et hop, on a notre ligne là qui est entièrement noire maintenant. Donc en récapitulatif, on a la longueur des poignées qui vient contraindre une spline, on a l'angle
des poignées qui vient contraindre une spline. Dans le cas ici, on les a rendus collinéaires avec des lignes verticales, donc on a géré l'angle comme ça. Ici, on lui a donné un angle déterminé. Et finalement, on a la tangence qui joue un rôle là, qui est somme toute mineur, mais qui va avoir une incidence là, sur les contraintes là, de votre spline. Finalement, on va faire apparaître notre origine et pour les besoins de la démonstration, on va utiliser l'outil miroir. Vous voyez, vous avez deux symétries miroirs. Il y en a un qui a une forme pleine, l'autre que c'est deux formes évidées. Les formes évidées, c'est l'outil pour l'environnement d'esquisse. Donc, vous pouvez cliquer dessus comme ça, sélectionner la ligne et l'axe de symétrie et vous allez avoir son miroir sans avoir à le dessiner ou à le contraindre. Donc, vous voyez, on a un paquet de petites symétries qui apparaissent qui viennent, grosso modo, là, copier les informations de celle-là à partir de cet axe-là comme axe miroir. On fait terminer l'esquisse et on va venir créer notre lissage. Donc, première chose, on va venir cliquer sur le premier contour, le deuxième contour, et là, vous voyez, il cherche à nous faire quelque chose comme dans la première partie de l'exercice. C'est pas ce qu'on veut. Donc, on pourrait ajouter un rail. Donc, le premier rail, ce serait lui. Et le deuxième rail, ce serait lui. Et on se retrouve avec une forme qui est beaucoup plus lisse comme ça. On clique sur OK. Et ensuite de ça, on va venir créer nos congés. Là, ceux qui m'ont bien écouté et qui ont une bonne mémoire vont se rappeler que j'ai dit de faire les congés le plus possible à la toute fin. Ce que je vous présente là, c'est une exception à cette règle-là. Quand vous faites, je pense que les congés étaient de 5, en tout cas. Quand vous faites, quand vous avez recours à l'outil de coque pour faire un creux à épaisseur égale, si vous ne faites pas vos congés avant, il va vous faire des arêtes carrées, puis vous allez faire des congés, puis conserver des arêtes qui ne seront pas décalées proprement. Je vais vous montrer la différence. On va le faire comme il faut en premier. Donc, on va chercher notre outil coque en haut ici. S'il n'est pas déjà ajouté à votre barre de raccourci, vous pouvez le faire aussi. C'est probablement plus rapide. Donc, on l'ajoute, on sélectionne les faces sur lesquelles on veut qu'il y ait des trous. On va prendre ces deux faces-là et on va entrer 3 mm. Et automatiquement, il va nous pondre la coque en question. Si je prenais ça ici et que je le décalais après, vous voyez qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire une arête vive à l'intérieur, puis un congé à l'extérieur. Donc c'est pour cette raison-là qu'on fait notre congé avant pour avoir quelque chose qui est constant à 3 mm d'épaisseur partout. Donc, c'est comme ça qu'on procède pour créer cette forme-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer quelques fonctions un peu plus avancées dans Fusion 360 là, qui donnent, je vous dirais, en grande partie son charme là, à ce type de modélisation-là. Donc, on se retrouve dans la prochaine.